Bienvenue à Mediapart pour notre grand débat hebdomadaire. Ce soir, nous allons peut-être jouer à nous faire peur ou au contraire nous réveiller et prendre conscience de la catastrophe possible. Le Front National peut-il vraiment gagner la présidentielle en 2017 ? Est-ce que l'accident de premier tour de 2002 pourrait devenir, 15 ans après, un accident de second tour? C'est cette question qu'on va se poser et qu'on va poser à tous nos invités avec Fabien Escalona. Fabien Escalona, tu es chercheur en sciences politiques et tu as accepté de nous accompagner pendant toute cette présidentielle, le choix de Mediapart étant d'éclairer aussi cette actualité politique avec le savoir de longue durée, de profondeur des chercheurs. Alors, premier plateau, nous allons nous demander si l'état de la gauche et de ses divisions peuvent favoriser cet accident démocratique en ce sens qu'il sortirait des urnes. Nous allons le faire d'abord avec donc vous, Marie-Christine Vergiat, vous êtes députée européenne Front de Gauche et vous êtes membre de cet appel, l'appel des 100, qui est sorti le 1er mai 2016, qui est un appel à une mobilisation la plus large possible, à des candidatures d'unité, à un rassemblement. Appel qui continue, d'ailleurs, on peut le trouver. Là, il y a le dernier texte, comment agir pour une alternative à gauche, ne pas rester spectateur. En clair, ne pas s'en tenir au jeu d'appareils et mobiliser la société. Nous allons aussi en débattre avec Denis Sieffert. Denis Sieffert, on se tutoie par vieille confraternité. Tu es le directeur de Politis, ce journal hebdomadaire, qui est un peu, on pourrait dire, le journal de la gauche critique, hein, si ce n'est pas le caricaturé de dire cela. Et justement, cette une de la semaine dernière, irréconciliable, est au cœur du sujet qu'on va aborder. Et là, aujourd'hui, tu as pris un autre angle dans ton éditorial vidéo qui rejoint un article de Mediapart, de nos confrères cofondateurs de Mediapart, Laurent Mauduit, qui, lui, c'est pour conjurer le spectre des années 30. Et toi, tu dis, est-ce que nous ne sommes pas dans le risque de vivre ce qui s'est passé dans les années 30, en clair, d'immenses divisions à gauche entre staliniens, communistes et socialistes traités de sociotraite, qui amènent la catastrophe, d'abord en Allemagne et ensuite en Europe. Et ce débat, nous le faisons dans un contexte où, avec d'autres journaux, et on en a parlé, Politis s'y associe, avec Libération, avec Regard. Nous avons lancé un appel de ces trois journaux, un appel à Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, leur disant pourquoi nous voulions un débat public, pourquoi nous estimions qu'il fallait mettre le peuple dans la confidence de leurs discussions, que leurs discussions ne pouvaient pas se passer au premier étage d'un restaurant, fût-il chilien et fût-il sous le portrait de Salvador Allende. Et nous disions que s'il ne nous appartient pas d'appeler à une candidature unique de la gauche, en revanche, l'exigence d'un débat public face à la menace d'une droite conservatrice et d'une extrême droite désormais aux portes du pouvoir relève de la responsabilité des candidats de la gauche. Ils doivent cette discussion croisée avec les Français. Depuis que nous avons lancé cet appel, nous n'avons pas eu de réponse. Peut-être qu'en écoutant ce live, les proches et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon se tourneront vers eux pour dire que vous devez faire, nous proposons 2 heures, 20h30, 22h30, le jour qui vous convient, en vidéo, en direct, avec les journaux dont j'ai parlé, de débat pour que, justement, comme le dit l'appel des 100 dont je parlais tout à l'heure, eh bien, le peuple ne soit pas absent, qu'il soit mobilisé. Maintenant, je te laisse officier, Fabien, c'est à toi. Bonsoir. Alors, peut-être on va repartir de cet non-accord quelque part qui a été scellé dans ce fameux restaurant chilien où pendant peut-être 2 heures, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se sont parlé. Peut-être faire un premier tour de parole d'appréciation de cette méthode, alors qu'effectivement, il y a des propositions de débat public. Et puis, si cette méthode, vous la trouvez problématique, qu'est-ce que vous espérez ou qu'est-ce que vous trouveriez plus correct pour le débat public? Peut-être on commence avec vous, Denis Sieffert. Je pense que les raisons qui sont invoquées ne sont jamais les bonnes raisons.
C'est-à-dire que je vois un inventaire de raisons programmatiques, surtout du côté de Mélenchon, il faut dire, qui trouve en effet qu'il y a des désaccords sur l'Europe. Effectivement, si on regarde au microscope les programmes des uns et des autres, on trouvera mille et une raisons de ne pas s'unir. Dans l'histoire, jamais aucune union de la gauche, ni le Front populaire, ni l'union de la gauche des années 73 ne serait advenue si on avait cherché comme ça des causes de désaccord. Les vraies raisons, je pense qu'elles sont beaucoup dans des stratégies qui ne sont pas les mêmes. Je pense que la stratégie de Mélenchon, depuis le départ, n'est pas du tout, elle ne peut pas permettre d'aller vers l'unité, parce qu'on sait très bien que c'est une stratégie qui s'appuie sur cette idée que finalement les partis sont dépassés. Bon, on verra la suite. Peut-être qu'il reviendra après les élections à d'autres sentiments vis-à-vis des partis. Et puis cette idée qu'il y a du populisme de gauche, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue avec le peuple qui passe par-dessus les structures des partis. Déjà ça ne favorise pas, disons, des accords avec un parti. Et puis ensuite, il faut dire, l'autre raison qui est peut-être la plus forte, c'est que toute la stratégie de Mélenchon était articulée autour de l'idée et du pronostic qu'il aurait face à lui Hollande ou Valls, puis Valls. Il a eu ni l'un ni l'autre. Il a Hamon qui perturbe considérablement son discours. Et effectivement, du coup, le discours qui présente le Parti socialiste comme une sorte de monolithe ne tient plus vraiment. Parce que on a beau dire que tout ça c'est le PS, mais Hamon et Valls, on aura peine à faire croire au peuple de gauche, pour parler populiste justement, que c'est la même chose. Et je pense qu'il se heurte à cet imprévu. On a parlé tout à l'heure de beaucoup d'imprévus. Il y a cet imprévu de base qui perturbe considérablement son discours. D'accord. Alors, vous êtes déjà allé sur les causes, en fait, les logiques stratégiques qui se heurtent et qui ne peuvent pas se rencontrer. Alors, Marie-Christine Vergiat, vous êtes plutôt vous espérez plutôt une rencontre de ces logiques-là? Peut-être que je vais revenir un tout petit peu en arrière sur l'origine de l'appel des 100. L'appel des 100 est né au lendemain des élections régionales par le constat que ça ne pouvait pas recommencer et qu'il ne fallait pas que le scénario se répète pour la présidentielle. Depuis, il y a plein de choses qui se sont passées. Je devrais dire aussi qu'il est parti d'un certain nombre de gens de gauche dans une grande diversité. À la fois des militants engagés dans la société civile, des militants associatifs, des syndicalistes. On était en plein mouvement de la loi contre la loi El Khomri, et des représentants de partis politiques de l'ensemble de la gauche, des différentes sensibilités du front de gauche, mais aussi des représentants des Verts et des représentants du Parti socialiste, frondeurs. Bien évidemment. Nous sommes partis du constat qu'il fallait en finir avec les politiques d'austérité. C'est notre tronc commun. Depuis lors, plein de choses se sont passées et nous nous sommes retrouvés le 3 février dernier, juste après la victoire de Benoît Hamon, en disant que ça ouvrait un espace, en constatant que ça ouvrait un espace auquel nous ne croyions pas nous-mêmes quelques mois auparavant. Et donc nous voulons continuer à profiter de cet espace. Depuis le 3 février, nous essayons de faire converger un certain nombre d'initiatives, puisqu'il y a des appels qui fleurissent un petit peu partout. Et nous avons lancé un nouvel appel qui s'appelle « Vous attendez quoi ?», qui s'adresse aux candidats, qui s'adressait d'ailleurs à Yannick Jadot, mais aussi à Charlotte Marchandise, qui est la candidate de la primaire.org. Oui, je sais. Parce qu'on considère que, justement parce que l'appel des 100 s'appelait favoriser l'éruption citoyenne, la primaire.org avait toute sa place dans cet espace. Donc vous attendez quoi? C'est justement d'interpeller les candidats en leur disant, notamment une chose qui a été dite d'une certaine façon par Edwy Plenel et autrement par Denis Siffert, on considère que les convergences sont plus fortes que les différences. C'est que si on veut avancer, si on veut rassembler, il faut mettre en avant les convergences et pas les différences. Or, je rejoins ce que disait Denis Siffert, on a l'impression que l'un et l'autre sont dans une posture et qu'ils refusent
en réalité, l'un et l'autre, avec des responsabilités très partagées, le fait de se rassembler et de s'entendre comme si l'enjeu n'était pas un enjeu un petit peu historique et si la candidature de Benoît Hamon, je le redis, n'avait pas changé la donne. Quand Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'il faut que Benoît Hamon renonce aux candidatures législatives de tous ceux qui ont soutenu la politique de François Hollande. Donc d'abord, c'est pas le sujet pour le moment. Le sujet, c'est la présidentielle, et il faut d'abord que vous vous unissiez pour avancer. Et donc, vous attendez quoi? Nous donnons rendez-vous ce week-end, les 3, 4 et 5 décembre, un peu partout en France, et place de la République. Pardon, excusez-moi. Malheureusement, nous sommes déjà en mars. Bon, les nuits debout avaient bousculé le calendrier. Oui, donc mais c'est parce qu'on continuer. a besoin de temps. On voudrait qu'il y ait plus de temps encore. Donc, le 3, 4 et 5 mars, donc ce week-end, un peu partout en France, pour appeler à des rassemblements, pour justement que les citoyens se mobilisent et disent ce qu'ils pensent, parce qu'on considère effectivement que ce n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon se sont rencontrés dans un restaurant vendredi dernier que cela change la donne, que les citoyens ont leur mot à dire, et on a plutôt l'impression, nous, qu'ils vont dans le sens d'une demande au moins de débat, à minimum de débat public. On rend compte dont il faut, et peut-être pour y réagir là-dessus, que s'il n'y aurait pas eu un contributeur d'un site littéraire qui était dans ce restaurant, nous n'aurions pas su que cette rencontre a eu lieu. Ça fait très vieille politique entre nous. Ça a des discussions d'appareils, on n'explique pas, non. Quand même, derrière tous ces discours de rénovation. L'un et l'autre ont un point commun majeur, c'est de dire on tourne le dos à la Ve République, on change les vieilles méthodes et on en avance de nouvelles. Alors, chiche, allons-y. Alors, Frédéric Savigny, nos deux invités ont mis en avant justement ces jeux de posture, ces jeux d'appareils dont on entend beaucoup parler, mettent en avant aussi les convergences programmatiques et de fait, quand on se replonge dans l'histoire des moments où il y a eu union à gauche, ils ne sont pas si nombreux que ça, ces moments, que ce soit gauche plurielle, programme commun, Front populaire, si on remonte encore loin. À cette époque-là, il y avait des divergences fondamentales entre les communistes, les socialistes, les radicaux quand ils étaient encore puissants. Est-ce que donc vous rejoignez ce diagnostic-là, qu'on est sur des logiques d'organisation ou institutionnelle qui bloquent cette aspiration unitaire qu'il y a visiblement de façon confuse dans le pays et en tout cas dans l'électorat, dans la gauche mobilisée? Je rejoins tout à fait cette idée que ce n'est pas l'ampleur des divergences programmatiques, doctrinales, qui aujourd'hui empêchent la rencontre et la collaboration et la coopération de ces différents candidats de gauche, principalement Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, et puis Jadot qui a rejoint Mélenchon. Néanmoins, je ne dirais pas que... Hamon, pardon. Je ne dirais pas comme vous que c'est un problème d'appareil. C'est bien le problème qu'il n'y a pas d'appareil. C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on entend évidemment par appareil, mais ce qui a pu faire par le passé le succès et la force des accords qui ont été scellés à gauche dans le cadre du Front populaire ou dans le cadre de l'Union de la gauche ou de la gauche purée, c'est que précisément il y avait un accord des appareils politiques. Quand on dit appareil, ça veut dire pas simplement quelques dirigeants, mais les congrès des partis politiques, les militants qui avaient avalisé et puis qui appliquaient dans les municipalités, dans les circonscriptions, dans les cantons, les accords de désistement au deuxième tour ou parfois des accords de premier tour. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où il n'y a pas eu de négociation et il n'y a pas de négociation possible entre les partis politiques. Benoît Hamon n'a pas de fait la majorité dans le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon est à part. On ne parle même plus du parti de gauche. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il existe encore réellement. Quel compte Jean-Luc Mélenchon a à rendre devant les instances de son parti. Il a créé sa propre structure. On a bien vu que même pour les Verts, le candidat s'était emparé en quelque sorte et avait mis au pied du mur les logiques partisanes en imposant finalement dans une espèce de chantage qui tout double aux adhérents et le choix de la stratégie finale. Donc, on manque en fait de structure qui ait la légitimité pour aujourd'hui débattre, pas simplement de savoir s'il faut un seul ou deux candidats, mais quelle stratégie pour les élections législatives,
est-ce qu'on partage ou pas les circonscriptions, quel va être le programme de gouvernement qui sera éventuellement mené, voilà. Et là, évidemment, ça ne peut pas se régler ni dans un restaurant chilien, ni même probablement en 2 heures de débat télévisé, ces questions-là. Bon, alors bien sûr, les choses eussent été plus faciles si François Hollande avait rassemblé toute la gauche dans son gouvernement, mais là aussi, même problème. C'est-à-dire que François Hollande, il a été désigné à travers un mécanisme de primaire qui a abouti à ce qu'ils ne mettent pas en œuvre le programme décidé par le Parti socialiste. Et donc là aussi, le problème, il est là, c'est l'affaiblissement des logiques partisanes. Moi, je ne suis pas du tout... Alors, je veux bien qu'on invente autre chose que les partis politiques pour débattre, mais on voit bien que ceux qui inventent autre chose aujourd'hui inventent des machines centralisées complètement dictatoriales dans leur philosophie, si vous voulez, à leur profit personnel, et n'inventent pas une espèce de démocratie participative politique qui fabriquerait un programme et déciderait de candidature. Donc c'est cela fondamentalement dont souffre aujourd'hui la gauche, ou à tel point d'ailleurs que le Parti socialiste n'a même pas fait de programme pour cette élection présidentielle, et que du côté du Parti communiste, on a été mis au pied du mur pour soutenir Mélenchon du bout des lèvres. Voilà. Donc il faudrait aussi, non seulement que les citoyens se réveillent, mais il faudrait aussi que les partis politiques et leurs responsables, ils existent. Hein. Ils s'appellent Cambadélis, ils s'appellent Pierre Laurent, ils s'appellent... j'ai du coup oublié le nom du David Cormand. Voilà, etc. Ils ont des noms et des adresses. Se réveillent et disent, voilà, on s'empare de cette affaire. Et on contribue aussi à débattre, parce qu'il n'y a pas qu'une élection présidentielle qui est en jeu, il y a aussi une élection législative. Voilà mon diagnostic, si vous voulez, c'est qu'on paye très cher l'affaiblissement et le dessaisissement des partis politiques, qui a été plus ou moins voulu, plus ou moins subi, mais voilà la situation. Est-ce qu'on n'est pas là, au cœur, je me tourne vers Denis Sieffert, ce que vous venez de décrire et qui rejoint ce que disait Christine Vergiat tout à l'heure, c'est-à-dire finalement la Ve République, construite par De Gaulle contre le régime des partis, en vient à dévorer toute culture partidaire collective, à ne laisser la place qu'à des aventures personnelles, quel que soit l'intérêt ou non de leur contenu. Et là, l'alarme que l'on peut se dire, c'est que c'est un paradoxe, alors que pour la première fois, Europe Écologie Les Verts, l'ensemble du front de gauche, derrière les formations qui sont derrière Jean-Luc Mélenchon, et ceux qui ont gagné la primaire socialiste sont d'accord pour remettre en cause ce système de la Ve République. Et si c'est le verrou qui nous verrouille, justement, pourquoi ne pas dire, au moins on est d'accord là-dessus et on se met d'accord pour faire sauter ce verrou? Oui, bien sûr que les institutions là sont vraiment à l'agonie, et on voit bien que c'est la fin, et on voudrait bien d'ailleurs que ces gens dont on parle portent le coup de grâce. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait d'actualité dans leur esprit. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a une sorte de pièges qui se sont tendus à eux-mêmes. Là, je reparle encore de Jean-Luc Mélenchon. Marie-Christine Vergiat avait parfaitement raison de dire que j'ai aussi le sentiment que Hamon ne veut pas de cet accord. Donc, sinon, on l'entendrait un peu. On ne l'entend pas. On l'entend pas. Et je pense que, pour faire une petite parenthèse, que sa stratégie a été calamiteuse dans les premiers jours, puisqu'il ne s'est pas adressé franchement, clairement, nettement, publiquement à Mélenchon. Il est allé faire de la cuisine au sein du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'il a vraiment là permis de donner des arguments à Mélenchon. Il a vraiment été dans le sens de ce que Mélenchon critique. Mais ce que je voulais dire, c'est que le piège, c'est que Mélenchon a apporté une critique qui est juste sur le quinquennat, sur la politique d'austérité, sur la faillite du quinquennat socialiste. Mais c'est ce diagnostic parfaitement juste qui se retourne un peu contre lui, et peut-être contre tous ceux qui à gauche voudraient l'unité aujourd'hui, parce qu'effectivement, en portant un constat global sur l'EPS, comme il est dit, on voit très bien que ce sigle est devenu une invective d'automobiliste presque. Hein. Vous êtes au PS, etc. C'est devenu complètement indistinct, et donc il n'y a plus de lien possible. J'entendais Mélenchon dire les gens qui sont avec moi détestent tellement le PS que même si je leur disais de voter pour, ils ne le feraient pas. Et c'est vrai sans doute, mais c'est aussi toute une politique qui a conduit à ce discours. Alors, je pense que cette politique, elle était en grande partie juste. Quand par le PS, on entendait, en effet, Hollande
Valls, et j'ajouterais Macron, parce que la grande ironie du sort, c'est que finalement tout ça va conduire peut-être à l'élection de Macron, qui est finalement l'héritier spirituel d'Hollande. Mais effectivement, du coup, ça éclabousse, c'est même le mot est trop faible, Hamon, les frondeurs et tous ceux qui se présentent comme étant en rupture avec cette politique du quinquennat et qui ne sont pas très éloignés de Mélenchon. Alors, peut-être, donc vous avez l'air assez d'accord pour dire que les divergences idéologiques programmatiques, finalement, sont des sortes de prétextes. Il y a un papier qui est en ligne en ce moment sur Mediapart qui est signé Lénaïque Bredou sur la question européenne. Vous êtes députée européenne, peut-être on va avoir votre sentiment, et puis Frédéric Savigny aussi. Est-ce que quand même, il n'y a pas un vrai sujet là? C'est-à-dire que Mélenchon et ses proches disent, au fond, si on veut faire une politique alternative qui ne soit pas celle justement du quinquennat, qui ne soit pas à la dérive social-libérale, on est obligé de créer un rapport de force et d'avoir notre fameuse stratégie plan A, plan B, c'est-à-dire on désobéit, et si ça ne marche pas, on est prêt quasiment à sortir de tout un système européen qui de toute façon verrouille toute alternative. Est-ce qu'il n'y a pas là une vraie question stratégique? Moi j'ai envie de dire, sortir c'est le plan B. Et qu'avant le plan B, il y a le plan A. Oui. Et que le plan A devrait notamment être un sujet d'accord, puisque dans les propositions de Benoît Hamon, il y a la renégociation du traité budgétaire, qui est quand même un des points cruciaux de la discussion. Les mélenchonistes disant le plan B, c'est ce qui permet au plan A de réussir. Donc s'il n'existe pas... Alors, le plan B, allez-y. Le plan B vaut... Elle est au donc les mélenchonistes, c'est pour ça que je dis ça pour ceux qui prendraient en cours de route. Ce n'est pas une députée socialiste que nous avons là. Je suis députée européenne Front de gauche. Front de gauche, c'est bien ça. Très attachée aux structures collectives. Allez-y, pardon. Donc la logique du plan B, c'est qu'il y a un plan A avant. C'est pas sauf si c'est quelque chose pour faire joli et que la réalité, c'est qu'on veut sortir de l'Europe. Or, si j'ai bien entendu le discours des uns et des autres, c'est on discute d'abord le plan A. Et on considère que la France, étant un des grands pays fondateurs de l'Union européenne, ce n'est pas la même chose que si c'est la Grèce, au hasard, qui cherche à faire bouger les lignes dans l'Union européenne. Et je crois que c'est très juste. Beaucoup de choses à l'intérieur des institutions européennes, et notamment au Conseil européen, marchent par une entente, dite ou pas dite publiquement, en réalité, entre le gouvernement allemand et le gouvernement français, quelles que soient les couleurs politiques des uns et des autres. Donc moi, je crois que sur la question du plan A, on peut discuter et dialoguer. Benoît Hamon... comme beaucoup de mes collègues députés européens socialistes, qui sont beaucoup frondeurs par le hasard des choses, se sont prononcés sur un certain nombre de choses avec lesquelles on peut être d'accord. Notamment sur comment mettre en avant plus la question sociale. Je viens du Parlement européen où nous avions Jean-Claude Juncker cet après-midi qui a dit publiquement dans l'hémicycle, j'en suis restée comme ça, tous ceux qui refusent de parler de l'Europe sociale, vous devriez avoir honte. Je me suis dit, attends, on vit un moment hallucinant quand même. Monsieur Juncker, qui est quand même un éminent représentant du Parti populaire européen, dit à ses collègues du PPE, parce que c'est eux qui ne veulent pas entendre parler, c'est là aussi les Républicains, leur dit il faut parler d'Europe sociale. Ah oui, mais chaque fois qu'on parle d'Europe sociale, la droite enterre toute proposition. Donc, je reviens... C'est que ça peut progresser. Ça peut progresser quand il y a... Parce que la position qui est celle de la gauche européenne, à laquelle Jean-Luc Mélenchon et moi-même appartenons, est un groupe politique qui se fait sa force en construisant contre les politiques européennes et dans lesquelles la majorité des parlementaires est sur une position d'une autre Europe. Ce n'est pas cette Europe-là que l'on veut, notamment pas celle qui est mise en place depuis 2008 avec les politiques qui sont imposées aux États, enfin imposées aux États. On n'a pas le temps de discuter ces questions. Les États sont volontaires, en même temps, ils décident. On veut changer ces politiques-là pour qu'il y ait une meilleure redistribution, pour qu'il y ait surtout plus de solidarité à l'intérieur de l'Union européenne. Donc il y a des façons de discuter de la question européenne, si on veut bien, si on a envie d'en discuter, si on met des préalables. Je crois que c'est Benoît Hamon qui disait quand on veut pas de rassemblement, on met
met les choses qui fâchent en avant. Donc la question, c'est de ne pas mettre les choses qui fâchent en avant, mais de voir comment on peut avancer et construire ensemble. Et je crois que, comme ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses possibles qu'il n'y en avait au moment du Front populaire, notamment. Peut-être vos sentiments, Frédéric Savicki, sur ce sujet, sur l'enjeu européen? Non, mais j'ai rien à ajouter à ce qui a été dit. C'est-à-dire que, évidemment, les analyses et le détail des programmes n'est pas tout à fait le même sur les questions européennes. Mais enfin, on rappellera quand même que Benoît Hamon a appelé à voter non au traité constitutionnel européen en 2005. Donc c'est quand même la première fois que le Parti socialiste présente comme candidat un noniste. Bon, il faisait la même campagne que Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ils étaient d'ailleurs dans le même parti, dans le même courant à l'époque. Bon. Sur la philosophie sociale et économique en faveur de l'Europe sociale, Benoît Hamon a toujours été de ceux qui ont défendu cette politique d'harmonisation fiscale et sociale au niveau européen. Et aujourd'hui, il prône effectivement une politique de relance très très forte et une on pourrait dire pause vis-à-vis notamment du respect des critères, du fameux critère des 3% de déficit public. Donc bon, alors on peut considérer que c'est pas assez, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre et est-ce que c'est pas là une bonne base effectivement de négociation et une discussion? Je pense que le fond du problème, effectivement, est ailleurs, qu'il n'est pas d'abord dans cette question de l'Europe. Il est sans doute, effectivement, peut-être dans un calcul de plus long terme que fait Jean-Luc Mélenchon. L'idée que le Parti socialiste doit mourir, d'une certaine façon, on doit éclater, et qu'il y a comme ça qu'on parviendra à reconstruire la gauche. Simplement, ça ne se fera pas, évidemment, en 2017, et ça se fait dans un contexte où on a eu le Brexit en Grande-Bretagne, on a Trump aux États-Unis et on a un Front National qui est très très élevé. Et donc du coup, cette illusion qu'on va pouvoir reconstruire effectivement une force de gauche sur des bases communes, si possible d'ailleurs d'hostilité face à la doxa libérale européenne, est sans doute un plan sur la comète. C'est d'autant plus étrange et dommageable surtout que les élections allemandes ne sont pas jouées. On a aujourd'hui un candidat, Martin Schulz, qui a une autre vision des choses. Ce qui a été dit tout à l'heure également concernant l'évolution de la mentalité des dirigeants européens, y compris les plus libéraux, qui ont très peur quand même après le Brexit, laisse quand même des ouvertures et la position de la France peut être renforcée. Donc voilà, là-dessus, il me semble quand même que on devrait pouvoir arriver à une négociation raisonnable. Mais là encore, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le problème, c'est que la négociation, elle n'est pas que là-dessus, et ni même principalement là-dessus. Elle est beaucoup plus largement, effectivement, sur le leadership de la gauche, sur les parlementaires et sur les circonscriptions éventuelles qu'on pourrait leur laisser, etc. Bon, voilà. Et il y a une vraie, évidemment, aussi irrationalité là-dedans, qui est liée à cette haine très forte que porte Mélenchon et qu'aujourd'hui, beaucoup de ses principaux militants partagent vis-à-vis du Parti socialiste, qui est évidemment présenté de façon presque aussi caricaturale, effectivement, que ne l'était la SFIO dans les années 20-30, c'est-à-dire comme un gigantesque poulailler de poules libérales qu'il faudrait plumer intégralement. Voilà. Pour peut-être bousculer ces égos et cette culture des petites différences qui oublie ces grands enjeux, on va faire un détour via Bruxelles par le Portugal en rejoignant l'une de vos collègues au Parlement européen en Skype, Ana Gomes, qui est donc élue depuis 2004 pour le parti. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez bien ? Oui, tout à fait. Merci d'avoir veillé. Je sais que vous avez eu une longue journée. Vous êtes dans votre bureau au Parlement européen pour cette discussion. Alors, ma première question, c'est par rapport à cette situation française. Vous êtes parfaitement francophone et vous connaissez très bien. Vous êtes... je n'ai plus le Skype, mais si, voilà, je vous vois. Vous êtes dans une alliance aujourd'hui au Portugal entre le Parti socialiste, le Parti communiste et l'extrême gauche, où c'est le Parti socialiste qui gouverne seul, tandis qu'il y a un soutien parlementaire des autres formations, alors qu'il y a de très grands désaccords,
notamment sur la question européenne. Je crois que le Parti communiste portugais serait presque prêt à quitter l'Union européenne. Donc ma première question, c'est comment avez-vous réussi, fin 2015, à surmonter ces contentieux historiques et notamment ce désaccord sur l'Union européenne? Bon, je crois que ce qui est vraiment nouveau, c'est la position du Parti communiste de comprendre que pour empêcher la droite de continuer de gouverner, et c'était dramatique l'impact de la droite dans ces années entre 2011 et 2015, surtout avec les politiques d'austérité, elle était absolument désastreuse du point de vue des politiques sociales et même de la cohérence nationale. Surtout l'effet dans les jeunes, le fait que les jeunes ont été invités par le gouvernement à s'en aller. Tout ça a rendu le Parti communiste conscient qu'il ne devait plus être vu comme quelqu'un qui avait quand même facilité la chute du gouvernement socialiste et donc l'ascension de la droite. Et je crois que c'est le Parti communiste qui a aussi pensé qu'il pourrait avoir malgré tous les désaccords, en accord avec le Parti socialiste lidéré par Antonio Costa. Et c'est ça ce qu'on voit. Ça exige un effort permanent de concertation, de discussion. Aussi, le réalisme d'accepter que dans plusieurs domaines, on continue toujours d'avoir des positions tout à fait différentes. Mais on s'allie pour l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de ne plus laisser la droite détruire l'État social au Portugal et l'État de droit au Portugal. Et donc, je pense que c'est une alliance assez bien, avec beaucoup de succès. Le peuple portugais en dit, les sondages le disent. Les gens, l'ambiance est beaucoup plus décrispée. Et c'est vrai que, je trouve, le Parti socialiste a été poussé à la gauche par ses alliés, qui leur donne le soutien au Parlement, puisque c'est le Parti socialiste qui est au gouvernement, tout seul. Mais ce soutien est important, tire le Parti socialiste à la gauche, et je pense que finalement, tout le pays en bénéficie. Et si on est en désaccord, on est en désaccord. Oui, en politique européenne, moi, même si je trouve que les communistes ont toujours été très contre l'Union européenne, c'est vrai, mais en même temps, ils ont joué le jeu. Et ils le jouent au Parlement européen comme ils le jouent à la maison, au Portugal. Et le rôle aussi de l'autre parti, de gauche, qui est le Bloco de Esquerda, est aussi très positif. Donc, je pense que oui, c'est une bonne solution et on a brisé ce tabou qu'on avait au Portugal. La droite pouvait faire toutes sortes d'alliances pour être au pouvoir. La gauche n'en faisait pas. Et c'était le peuple qui en payait les frais. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus content, même si on garde les différences. Et ces différences ont été assumées plusieurs fois. C'est une alliance pour vous solide, parce qu'il y a les problèmes bancaires, il y a un peu une épée de Damoclès justement de la part de la Commission européenne, des agences de notation, etc. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir résister à tout cela? Oui, on résiste. Au début, très peu de gens donnaient plus d'une année à ce gouvernement. Et voilà, on a fait déjà 2 budgets, on les a passés, et je dirais que tous ces problèmes, notamment les problèmes de la banque, mais c'est la faute à la droite, principalement. Bien sûr que les problèmes étaient de toutes ces politiques néolibérales d'avant, toutes ces politiques de dérégulation poursuivies par la commission Barroso notamment, mais ce qui est vrai, c'est que pendant 4 ans, entre 2011 et 2015, le Portugal était sous la Troïka, donc sous le contrôle dit programme d'ajustement de la commission, avec la Commission, la BCE et le FMI. Et pourtant,
cette troïka qui était là, qui était censée réformer, aider le Portugal, obliger le Portugal à se réformer dans ses affaires économiques et de comptabilité nationale, etc., ils n'ont rien vu de la banque. Ils n'ont rien vu parce qu'ils n'ont pas voulu voir, parce que la droite au pouvoir n'a pas les a aussi laissé voir, et parce qu'ils voulaient que tout continue comme avant, dans la voie de la dérégulation, de la voie de la banque qui contribue au blanchissement des capitaux, au financement de toutes sortes d'activités criminelles, à l'évasion fiscale, envers les paradis fiscaux, etc. C'est incroyable qu'en 2012, par exemple, la droite ait donné une amnistie fiscale aux plus riches, à ceux qui avaient du patrimoine en Suisse, aux îles Caïmans, etc., en payant 7,5% et ne faisant pas même répatrier les capitaux et en plus en nettoyant tout le curriculum criminel des responsables. C'était un vrai blanchissement officiel des capitaux fait sous la bénédiction de la troïka. C'est incroyable. Donc, on en paie maintenant les frais. Aujourd'hui même, au Portugal, on discute le fait qu'il y a eu plus de 10 milliards d'euros qui sont partis dans les offshore sans aucun contrôle de l'autorité tributaire, donc de l'État, pendant ces années, entre 2011 et 2014 d'ailleurs, et beaucoup plus d'ailleurs en 2015. Et ça, avec la droite qui en même temps était très exigeante avec les classes moyennes, les plus faibles, qui a fait des programmes inconcevables pour aller recouvrir des impôts des petits fonctionnaires, dans des coiffeurs, Anna Gomez. Pardon. Donc, tout ça est la faute de la droite. Et donc le PC nous soutient maintenant pour éclaircir tout ce qui s'est passé. Anna Gomez, une dernière question. Justement, sur comment vous voyez la situation des gauches françaises. Parce que même par rapport à ce que vous venez de dire, la complexité de la situation française, c'est que nous avons cette élection présidentielle après non pas un quinquennat dit de droite, mais justement avec normalement une majorité qui se réclamait de la gauche et qui a, pour beaucoup de ceux qui ont vécu ce quinquennat, plutôt brutalisé son propre camp, ses propres soutiens. Quel est votre regard sur la gauche française, sur les gauches françaises, sur leur division, sur leur état, et voire sur vos camarades du Parti socialiste français ? Bon, je suis malheureuse parce que j'avais attendu beaucoup plus du leadership de François Hollande. Il y a des domaines où je crois qu'il a bien fait, mais notamment, il s'est laissé faire par Madame Merkel et tous ses politiques austéritaires. Parfois, il a quand même réussi à freiner le pire, par exemple par rapport à la Grèce, quand M. Schäuble voulait expulser la Grèce de l'Union européenne. D'ailleurs, il recommence. Mais donc, j'aurais voulu une France plus solide, plus ferme, plus jouant son rôle de l'axe central européen. Et donc, ça m'a déçue. Et je pense que c'est la raison qui explique que François Hollande lui-même ne se représente pas. Et donc, que la gauche est dans la situation où elle est. Même si j'aime bien Benoît Hamon, je l'ai d'ailleurs soutenu. Je pense que, je ne sais pas s'il le fera maintenant, mais il sera certainement le futur de la gauche et d'une gauche qui est capable de parler avec les autres gauches et de s'engager dans un processus qui n'est pas de gouvernance seulement française, mais qui est européen. Parce que la question européenne est absolument décisive. On n'est pas absolument dans un moment essentiel pour l'Union européenne. C'est que soit on travaille européen, soit on regrédit tous. Et on regrédit, comme François Mitterrand l'a dit une fois, à la guerre et à la misère. Merci Anna Gomez. Vu de Paris, c'est un peu plus compliqué par rapport à ce que vous dites. Peut-être que les uns et les autres, les unes et les autres, vous pourriez réagir à cela. Je rappelle juste que Benoît Hamon a fait
une sorte de voyage qu'il voulait démonstratif au Portugal pour montrer qu'il y avait une alliance. Mais il y a un point qu'il n'a pas souligné, que nous rappelait Ana Gomes, c'est que la différence fondamentale, c'est que ces alliances sont possibles dans le cadre d'alliances parlementaires, d'un système parlementaire qui oblige à des rencontres et à des majorités d'idées, alors que nous sommes pris au piège, institution et inversion du calendrier oblige, du choix d'un seul, qui fait que nous jouons à la roulette russe. Oui, on est doublement pris au piège, parce qu'il y a à la fois l'élection présidentielle et puis on a un mode de scrutin, évidemment, qui n'est pas proportionnel. Et donc, du coup, qui donne un pouvoir au parti, on pourrait dire, dominant de chaque camp, en l'occurrence à gauche le Parti socialiste, avec lequel finalement les autres partis sont obligés de négocier ou de quémander des circonscriptions ou des accords électoraux dans des situations de faiblesse. Alors est-ce qu'il faut aller vers le scrutin proportionnel? Moi je pense que oui. Alors évidemment, certains diront qu'aujourd'hui avec un Front National à 25%, ce serait très très problématique, mais c'est aussi la seule façon effectivement de permettre ensuite qu'il y ait de vraies recompositions politiques et avec des partenaires qui effectivement ont une représentation réelle de leur poids dans l'Assemblée. Parce qu'actuellement, effectivement, on a par exemple, on ne l'a pas dit, mais un des problèmes vient quand même du fait qu'en 2012, le Parti socialiste occupe seul la majorité absolue au Parlement, après avoir récolté 37-38% des voix aux élections législatives et après que son candidat au premier tour de l'élection présidentielle faisait 25 ou 26%. Donc le système institutionnel français tord complètement la représentation dans le sens, et on dira, de l'efficacité, mais à un tel point qu'il exclut aujourd'hui du jeu des forces politiques entières. Et là où la proportionnelle peut s'exprimer partout en Europe, on le voit, il y a de la place pour des partis de gauche radicale ou de gauche, on pourrait dire, progressiste, beaucoup plus fort, parce qu'effectivement, ça a du sens pour les électeurs de leur confier leur voix, parce que leur voix pèse. Et on parlait du Portugal, mais évidemment en Espagne avec Podemos. En Belgique, aujourd'hui, en Wallonie en particulier, il y a un parti à la gauche du Parti social-démocrate qui monte et qui d'ailleurs pousse, on l'a bien vu, Paul Magnet dans son bras de fer sur le CETA à gauchir son discours. En Allemagne, Die Linke pose un vrai défi avec les Verts au SPD allemand. Donc c'est une illusion de penser qu'on va pouvoir continuer de cette façon, c'est-à-dire à aller dans le sens d'une gauche très social-libérale, sans modifier les mécanismes de représentation et à forcer en quelque sorte la main aux Français dans le sens d'une politique. Et tout cela, évidemment, c'est le sujet du jour, tout ça a un effet terrible, c'est que comme évidemment cette gauche radicale ne peut pas participer au pouvoir à cause des mécanismes institutionnels, eh bien au fond, place est faite finalement à l'extrême droite, c'est-à-dire qui propose le seul discours et le seul débouché politique, parce qu'aujourd'hui ça compte beaucoup quand même d'avoir des conseillers régionaux, des conseillers généraux, des maires Front National. Ils ont la capacité eux à faire et ils incarnent au fond la radicalité et ils étouffent effectivement ces radicalités alternatives. Et je pense que c'est absolument tragique. Il y a bien d'autres voies possibles. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Espagne, on le voit au Portugal. Oui, peut-être Denis Siffert et Marie-Christine Vergiat, vous êtes des acteurs engagés. D'après ce qu'on comprend là, on se doute bien que la candidature unitaire, il y a quand même peu de chances qu'elle se réalise, qu'on n'aura pas de proportionnel pour faire une alliance comme au Portugal à la prochaine élection. En tout cas, c'est peu probable. Après, comment on fait stratégiquement? Est-ce que vous avez déjà des pistes sur comment faire? Parce que je me suis replongé dans l'histoire des appels de la gauche. Alors, je ne suis pas remonté très loin, mais enfin, en 2002, c'était il y a presque 15 ans, on avait l'appel de Ramulot, ça s'appelait comme ça. Ensuite, il y a eu après le non au référendum en 2005. Politis avait lancé un appel en 2008. Et à chaque fois, c'est les mêmes textes. On est contre le social-libéralisme, on est contre le présidentialisme et on veut unir tous ceux qui sont sur ces positions-là. Visiblement, ça n'a pas trop marché. Alors, la faute aux institutions, d'accord, mais enfin... Bon, comment on fait pour éviter de reproduire ces échecs? C'est la raison pour laquelle, s'il y a un argument que je pouvais entendre un peu peut-être de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas d'ailleurs été énoncé, mais qui est un peu subliminal, c'est qu'il y aurait un après. Finalement, on ferait presque l'impasse sur cette présidentielle. Mais on ne pourra pas construire sur une défaite, et en particulier sur une défaite qui risque d'être la victoire
d'une droite extrême ou d'une extrême droite. Parce que Anna Gomes a dit quelque chose d'important. Elle a dit « Nous avons réussi à nous réunir sur l'essentiel ». Et l'essentiel, ce sont les politiques de la droite portugaise, ravageuses pour le social. Mais c'est pire ici. Ce qui nous est annoncé et par Fillon, si par extraordinaire, il l'emportait. Et puis, il y a quand même la menace Le Pen maintenant. Donc, il y a de nouvelles raisons, avec la crise qui s'accélère, de s'unir. Et puis, la dernière raison, c'est Macron. Parce que quelle extraordinaire ironie de l'histoire que de finalement favoriser la victoire de Macron, qui est, encore une fois, finalement l'inspirateur de la politique économique et sociale de Hollande. Donc je pense que penser l'après, c'est tout à fait imprudent et même tout à fait suicidaire. Et il faut jouer cette carte-là. Et il y a des raisons qui sont presque dramatiques aujourd'hui de jouer cette carte de l'unité donc de la gauche critique ou radicale, faut appeler comme ça. Vous avez eu une formule quand on préparait, on discutait pour cette émission. Tu disais au fond dans ce débat pour ne pas avoir potentiellement El Khomri dans le 18e, on va avoir à choisir entre Fillon ou Le Pen ou Macron ou Le Pen. Qui veulent l'un maintenir la loi El Khomri, l'autre l'aggraver. Donc pour ne pas avoir El Khomri dans le 18e. C'est effectivement de l'ironie, une ironie tragique. Le dernier mot peut-être pour Marie-Christine Vergiat. D'abord parce que je suis une actrice engagée, je ne vais pas m'avoir battue aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore 2 mois. C'est court, mais en même temps, on a vu tellement de choses se passer ces derniers mois, ces dernières semaines, que je pense que tout est possible en continuant à faire appel à la responsabilité des uns et des autres. Et puis par ailleurs, l'appel des sangs, depuis l'origine, s'est prononcé pour dire on est dans une période historique, de reconstruction de la gauche. C'est pour ça que j'aime pas bien le terme de gauche radicale, que ça a tendance à... y compris parce qu'au Parlement européen... En France. Oui, non, mais je suis beaucoup au Parlement européen et un des grands la gauche jeux... qui retrouve ses racines. Voilà. Un des grands jeux de la droite européenne, c'est de mettre dans le même sac les extrêmes. Donc, la radicalité, oui, mais enfin bon, c'est pas... Non, mais je comprends. C'est juste, et y compris, qu'on pense qu'il y a un espace de reconstruction de la gauche, de reconstruction d'une gauche alternative. Je préfère le terme d'alternative J'ai utilisé les deux plutôt comme ça. parce que cet espace, il est ouvert, il existe. On a une responsabilité historique, comme ça vient d'être dit, par rapport aux dangers qui menacent. Et moi, je ne suis pas une fan de dire attention, le danger Front National, etc. C'est vrai que ça fait 30 ans que certains prétendent lutter contre le Front National en agitant le chiffon rouge du Front National et en appelant... Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. On est quand même dans un moment où, en 2002, on pouvait dire on n'a rien vu venir. Là, on voit quand même. Donc, il y a une vraie responsabilité historique et on ne peut pas jouer le tour d'après. Et ce qu'on a l'impression, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, c'est qu'ils ont perdu d'avance. Ils jouent le coup d'après. Alors moi, j'ai pas envie qu'on joue le coup d'après. Parce qu'il n'y en aura peut-être pas. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Donc je pense que, y compris que la responsabilité de l'un et de l'autre par rapport au coup d'après risque d'être assez terrible et de peser lourd. Donc il y a des choses à faire maintenant, d'agir maintenant, parce que on a des responsabilités qui sont historiques. Et puis bon, les petites postures de l'un et de l'autre, peut-être essayer de les mettre de côté par rapport aux choses qui sont devant nous. Ce qui s'est passé au Portugal est un bel exemple, finalement. Merci à vous 3.